tous les adolescents ont besoin de passer par une prise de risque. D'ailleurs, il n'y a pas d'adolescence sans phénomène pubertaire d'un côté, la puberté venant brutalement amener des modifications auxquelles l'adolescent doit s'adapter. Et à partir de là, dans ses adaptations physiques, psychiques, sociales, rompre avec sa famille. Et il n'y a pas d'adolescence sans rupture. La prise de risque est bien un moyen de faire des choix par soi-même, donc d'atteindre, d'avoir son propre discernement, un esprit critique, et au fond de faire son expérience. L'expérience étant l'idée de passer par un danger ou quelque chose qui, après le danger, vous permet de construire des représentations de ce qui est bien et moins bien pour vous. Donc on voit bien que la prise de risque va avoir différentes fonctions. En premier lieu, elle a cette fonction d'affirmer une différence avec les parents, d'amener une rupture. L'enfant, classiquement, donne la main à ses parents, leur fait confiance, reste dans des investissements scolaires, sociaux, qui servent directement les parents, la relation parents, le narcissisme parental. Et brutalement, l'adolescence et la conduite à risque, ou la prise de risque à l'adolescence, particulièrement pour les garçons, va être un moyen de dire « je ne suis plus là où vous m'attendez, je suis différent, il faut maintenant accepter que je sois différent ». Et donc d'amener cette rupture, cette désobéissance, comme on peut la voir dans les films, rites, contes, tous les romans populaires, tous les films, Harry Potter, etc., démarrent par une désobéissance, toujours. La désobéissance ne veut pas dire qu'elle est nécessairement associée à la prise de risque, mais la prise de risque est un moyen d'affirmer qu'on va chercher une quête, un objet à soi, simplement s'affirmer à ses yeux, auprès de ses parents, auprès des pairs, prouver qu'on vaut la peine, entre guillemets, d'être dans le groupe. Ça peut être aussi un rite d'inclusion dans un groupe. Dans certains cas, on pourra aussi le voir dans des aspects pathologiques. C'est ce qu'on essaie de traiter dans mon livre, donc Conduite à risque et l'adolescence, repérer, prévenir et prendre en charge tous les aspects de la prise de risque, depuis les aspects naturels et obligatoires, et qui sont la plupart du temps structurants, et puis les aspects qui sont peut-être le plus difficiles ou qui mettent en danger les adolescents les plus vulnérables. Tous sont obligés de prendre des risques, mais certains vont prendre des risques exagérés, peut-être qu'ils n'auront pas évalué, ou qui va, du fait de leur vulnérabilité initiale, les amener à se mettre en danger, que ce soit un danger physique, mortel, ou danger psychique. Le plus dur pour ces adolescents est certainement dans la comparaison aux autres, d'être à la hauteur, non seulement la comparaison aux autres, mais aussi et surtout au départ, dans l'attente parentale. Il y a peut-être dans notre société, et c'est sans doute ce qui change, une société où les liens sont de plus en plus forts, où la difficulté de se séparer de ses parents est beaucoup plus forte aujourd'hui. On a un certain nombre de conduites, alors qui ne sont pas nécessairement toutes des conduites à risque, on pourra définir ce qu'on peut entendre par une conduite à risque, mais en tout cas des conduites où la question du lien et de la séparation est au premier plan. On peut penser aux drogues, aux substances psychoactives, mais aussi aux troubles des conduites alimentaires comme l'anorexie mentale, certaines boulimies, mais aussi les troubles anxieux, ce qu'on appelle les troubles internalisés, comme le refus scolaire anxieux. Typiquement, dans le refus scolaire anxieux, on voit bien que la question de se séparer pour les parents comme pour l'enfant est au centre de cette difficulté qui va faire qu'un enfant, un adolescent, ne va plus se rendre à l'école pendant 3 semaines, 1 mois, etc. Notre rôle d'adulte sera dans cet accompagnement-là, dans le soin, mais comme dans la pédagogie, et avant ça, de leur dire là non, ça ne va pas. Donc de signifier que quelque chose ne convient pas, donc de leur permettre par notre regard extérieur, de leur dire là, il faut que je t'arrête, ou il faut que je te dise que, ou il faut que je vous dise que. Ce premier geste, qui est tout simple, permet aussi de se resituer comme un adulte responsable, d'une certaine manière, dans une figure de vieux schnock qui a fini sa propre adolescence, qui l'a consommée, pour lequel c'est complètement réglé, et qui va pouvoir dire écoute, je ne te connais pas bien, ou je m'occupe de toi, mais là, ça ne va pas. Et à partir de là, de permettre à l'adolescent, à travers le regard d'un adulte, de plusieurs adultes, de regards croisés, de plusieurs personnes qui vont s'occuper de lui ou avoir une préoccupation pour lui, entendre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, et ajuster ses conduites ou ses comportements et continuer à grandir. Tout ça n'est valable qu'à la condition qu'on lui permette de faire des erreurs. Les erreurs sont obligatoires, c'est l'expérience, passer par le péril, le danger, passer par quelque chose de la vie, et puis pouvoir, dans l'après-coup, en tirer des leçons et rebondir pour repartir autrement. Donc, il ne s'agit pas, ce n'est pas la question du pardon, même si on est dans une société judéo-chrétienne, mais c'est en tout cas la question de considérer que ces erreurs sont normales, ces expériences font partie de la construction de l'adolescent, aussi bien identitaire que comportementale, et donc de lui permettre de faire les moins mauvaises expériences, ou les expériences qui vont être les plus structurantes, et qu'il puisse rebondir sur ces expériences pour pouvoir continuer. Signifier donc dans un premier temps, intervenir,
et accompagner, et donc intervenir, c'est déjà évaluer dans un premier temps, donc évaluer sur le plan pédagogique et scolaire, parce que le milieu scolaire est plus important, hein. C'est là qu'on assure la prévention, dans la mesure où les adolescents dont on s'occupe entre 13 et 18 ou 13 et 19 sont à l'école, que ce soit au collège ou au lycée. Mais évaluer, c'est aussi bien sûr évaluer du côté du soin, hein, quand il y a besoin du soin, et pouvoir rendre à l'adolescent ce qui lui appartient, c'est de dire voilà ce qu'on comprend d'où tu en es aujourd'hui. Les adolescents ont toujours très peur, hein, des psys, et en même temps ils sont énormément en attente de ce qu'on peut leur dire de leur propre fonctionnement, quand on le fait avec justesse, avec humour, avec un décalage qui permet d'être à la fois dans une forme d'empathie forte, d'une certaine proximité qui est je t'accompagne et je ressens un peu ce que tu ressens, mais en même temps un décalage qui permet de rester soignant, qui permet de rester à côté, qui permet de traduire en quelque sorte ce que vit ou ressent l'adolescent et de lui permettre à son tour de se l'approprier. L'essentiel étant que lui se l'approprie pour qu'il puisse continuer. Alors ça, c'est pour le soin, mais d'une manière générale, cette démarche, à mon sens, hein, cette démarche d'adulte responsable, la responsabilité étant vraiment, ou l'autorité, là, l'idée de permettre à un adolescent de développer son potentiel, eh bien, de lui permettre de développer son potentiel à côté des adultes et de reconnaître ce qu'il aura réussi. C'est-à-dire que sans reconnaissance, sans retour, sans agrégation sociale, il n'y aurait pas d'adolescence réussie. L'adolescence n'est là que pour et par rapport à une société donnée, donc pour les adultes.